Un pont de plus de 4 milliards de dollars, financé par le Canada, sur le sol américain, et il est sur le point d'ouvrir. C'est tout simplement l'artère commerciale la plus importante entre les deux pays. Mais voilà, à quelques mois de l'inauguration, la Maison-Blanche menace de tout bloquer. Pas avec des bulldozers, non. Juste avec la signature d'un papier. On n'est pas dans une dispute de chantier, là. C'est une prise d'otage économique. Exactement. On ne parle pas de béton et d'acier ici. On parle du système nerveux de toute l'industrie nord-américaine. Et ce qui se joue là, en ce moment, pourrait vraiment redéfinir les règles du jeu entre alliés pour des décennies. Alors, on va décortiquer ça. Comment est-ce qu'un projet qui a été conçu pour unir, pour fluidifier les échanges, a pu devenir une arme de pression aussi puissante? C'est toute la question. Et qu'est-ce que ça révèle sur la fragilité de nos infrastructures les plus critiques? On va voir que ce pont, le pont international Gordie Howe, est bien plus qu'une simple route. C'est un cas d'école fascinant sur la nature du pouvoir à notre époque. D'accord, commençons par les faits. On a donc ce pont gigantesque qui relie Windsor, en Ontario, à Détroit, au Michigan. Oui, Une sorte de nouvelle autoroute dans le ciel. c'est ça. Et elle est essentielle. Près d'un quart de tout le commerce canado-américain, il faut bien le réaliser, passe par ce corridor. C'est le cœur battant de l'industrie automobile, bien sûr, mais pas seulement. Ah oui. Tout y passe. Si ce corridor s'arrête, c'est l'économie nord-américaine qui a une crise cardiaque. C'est aussi simple que ça. Ontario américain, et que les États-Unis devraient être, et je cite, pleinement compensés. Une affirmation qui, on va le voir, est factuellement très discutable. Mais la menace, elle est bien réelle. Donc, la réponse canadienne arrive. Et elle est surprenante. Ottawa n'envoie pas un diplomate traditionnel. Non, Ils envoient Mark Carney, un ancien banquier central. C'est un choix assez particulier, non? c'est un signal extrêmement fort. Envoyer un diplomate, c'est dire « parlons politique ». Envoyer l'un des financiers les plus respectés au monde, c'est dire « parlons chiffres, parlons faits et surtout parlons conséquences ». Carney, il n'est pas là pour négocier. Il est là pour faire une démonstration de force, mais avec le calme d'un banquier. Une contre-offensive chirurgicale, en quelque sorte? Comment est-ce qu'il s'y prend alors pour démonter l'argument américain? Il le fait en 3 temps, et chaque point est plus dévastateur que le précédent. D'abord, il s'attaque au nerf de la guerre, l'argent. Il rappelle un fait que beaucoup de gens ignorent. C'est-à-dire? Le Canada a financé la quasi-totalité du projet. Plus de 4 milliards de dollars. Attendez, la quasi-totalité? Ça veut dire aussi les infrastructures du côté américain? Exactement. Le Canada a payé pour le pont lui-même, mais aussi pour les bretelles d'accès, les échangeurs, Et même le poste de douane américain? et même le poste de douane américain. Carnier-Vikineri met les faits sur la table et dit en substance « Vous menacez de bloquer une infrastructure que nous avons payée pour vous sur votre propre sol ». Ça change complètement la perspective, hein. C'est énorme. C'est comme si je payais pour refaire votre entrée de garage et que vous m'interdisiez de l'utiliser. L'argument de la compensation tombe à l'eau. Complètement. Mais quid de l'accusation sur les matériaux? L'absence d'acier américain? Ça, c'est le deuxième étage de sa fusée. Carney arrive avec les registres du chantier. Et il démontre, chiffres à l'appui, que des tonnes d'acier américain et des centaines de travailleurs américains ont été essentiels au projet, aux côtés, bien sûr, de leurs homologues canadiens. Ah, donc il transforme l'accusation en preuve de coopération. Précisément. L'argument de Trump s'effondre, il n'est tout simplement pas factuel. D'accord. Il est démonté l'argument financier, celui des matériaux, mais il reste le problème de fond. Les Américains pourraient dire, peu importe qui a payé, c'est sur le territoire, donc on contrôle. Comment est-ce qu'il a contré ça? Et c'est là que vient le coup de grâce stratégique. C'est le troisième point, Carney, la propriété. Carney rappelle que le propriétaire de l'ouvrage, ce n'est pas seulement le gouvernement canadien. C'est une entité binationale qui inclut l'État du Michigan. Ah, donc l'économie du Michigan en dépend directement. Directement. Les usines, les emplois. En gros, il leur dit « Ce n'est pas notre pont que vous bloquez, c'est le vôtre aussi. Bonne chance pour expliquer ça aux électeurs du Michigan. » C'est de la dissuasion économique pure et simple. Il ne se défend pas, il redéfinit le champ de bataille. C'est exactement ça. Il dit « Si vous appuyez sur ce bouton, vous ne nous faites pas seulement mal à nous, vous vous infligez une blessure économique et politique à vous-même. » C'est un argument logique, c'est certain. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Pour bien comprendre pourquoi cette dissuasion est si puissante, il faut peut-être plonger dans ce qui traverse ce pont chaque jour. Absolument. Ce ne sont pas juste des marchandises, c'est, comme je le disais, le système nerveux de toute l'industrie automobile nord-américaine. On entend souvent parler de ces chaînes d'approvisionnement juste à temps.
Concrètement, ça veut dire quoi pour Windsor-Détroit? Concrètement, ça veut dire que les usines n'ont quasiment aucun stock. Les pièces arrivent quelques heures, parfois quelques minutes, avant d'être assemblées sur la chaîne. Prenez un moteur. Le bloc est coulé au Michigan. Il part en Ontario pour un usinage de haute précision. Puis il retourne au Michigan pour être assemblé avec une transmission qui, elle, vient du Canada. Donc les pièces d'une seule et même voiture peuvent traverser la frontière plusieurs fois pendant sa fabrication. Une demi-douzaine de fois, facilement. C'est un balai logistique permanent d'une précision incroyable. Si on coupe le pont, on n'a plus une usine. On a un parking géant de pièces à moitié finies des deux côtés de la frontière. Un retard de quelques heures paralyse tout. Toute la chaîne. Un blocage de quelques semaines, ça gèlerait des milliards de dollars et ça mettrait des dizaines de milliers de personnes au chômage. Des deux côtés. C'est fou. Ce n'est pas une chaîne d'approvisionnement, en fait, c'est une symbiose industrielle. C'est le mot juste. Et le pont Gordie-Howe, il a justement été conçu pour fiabiliser cette symbiose. Il ajoute une alternative moderne et surtout publique au vieux pont Ambassador. Ah oui, le fait que l'ancien pont soit privé, c'est un point important, ça. C'est un point crucial. Pendant des décennies, le goulot d'étranglement économique le plus important d'Amérique du Nord était contrôlé par une seule famille. Carrément. Il fixait les péages, il gérait le trafic. Le pont Gordie-Howe, en étant public, met fin à ce monopole. Ce n'est pas juste une nouvelle route, c'est une redistribution du pouvoir sur la géographie commerciale du continent. Alors là, je suis perplexe. Le Canada paye, le pont est là physiquement. Concrètement, quel est le levier que Washington peut vraiment actionner? Comment est-ce qu'on bloque un objet aussi massif? La menace, ce n'est pas la force brute, c'est la bureaucratie. C'est ce qu'on appelle une stratégie de point d'étranglement. Le levier, ce n'est pas le béton, c'est le papier. L'arme, c'est la paperasse. Exactement, le pouvoir des douanes. Pour que des camions entrent aux États-Unis, il faut des permis fédéraux, des inspections, des certifications de sécurité. Tout ça, ça dépend de l'approbation de Washington. Le droit de dire non à l'entrée. Et ce non vaut des milliards. Le pont peut être là, magnifique, flambant neuf, mais si les agents douaniers n'ont pas l'ordre de lever la barrière, il ne sert à rien. C'est un monument de 4 milliards de dollars à l'inutilité. Il existe physiquement, mais pas économiquement. C'est redoutable. Et ça transforme instantanément cette infrastructure de coopération en otage. C'est précisément ça. L'actif physique devient une monnaie d'échange pour n'importe quelle autre négociation. Vous voulez que votre pont ouvre, alors faites des concessions sur le bois d'œuvre, par exemple. C'est une tactique qu'on attend entre adversaires, pas entre des alliés aussi intégrés. Mais on voit ça ailleurs dans le monde. Non. Des pays qui utilisent leurs infrastructures comme des armes. Ah oui, bien sûr. C'est une tendance mondiale. Pensez aux ports que la Chine contrôle partout dans le monde, ou aux pipelines de gaz en Europe. Ce qui est choquant ici, c'est que ça se passe à la frontière historiquement, la plus pacifique du monde. Justement. Est-ce qu'on peut vraiment comparer? Ce que font des rivaux géopolitiques, c'est une chose. Mais le voir se produire entre le Canada et les États-Unis, ça change la nature même de la relation, non? Ça change tout. On passe d'une logique d'intégration, où on construit ensemble pour un bénéfice mutuel, à une logique purement transactionnelle. Chaque projet commun devient une potentielle vulnérabilité. La confiance n'est plus un acquis, elle devient conditionnelle. Et si ce blocage avait vraiment eu lieu, même temporairement, les conséquences concrètes auraient été quoi? Économiquement, le chaos. Un arrêt quasi instantané de l'industrie automobile. Ensuite, une flambée des coûts de transport. Et puis, on entrerait dans un cauchemar juridique, avec le Canada qui pourrait poursuivre les États-Unis pour des milliards de dollars de dommages. Et sur le plan de la confiance à long terme, comment est-ce qu'on planifie d'autres projets après ça? C'est là que le dommage est le plus profond. C'est une érosion de la confiance qui affaiblit toute l'alliance nord-américaine. Après ça, chaque dirigeant se posera la question. Est-ce que notre partenaire est fiable ou est-ce que cet investissement pourrait être pris en otage à cause d'un tweet? Donc, en fin de compte, l'issue de cette confrontation, elle va bien au-delà de ce pont. Elle crée un précédent. C'est le point central. Si le pont ouvre sans problème, ça envoie le message que la logique économique et la coopération l'emportent. Mais si son ouverture est retardée ou monnayée contre d'autres concessions? Alors le message envoyé au monde entier, c'est qu'aucune infrastructure partagée, même entre les plus proches alliés, n'est vraiment sécurité. Le béton peut être coulé, les accords signés, mais politiquement, tout reste négociable. Et c'est ça la véritable alerte. Une fois qu'un allié prouve qu'il est prêt à actionner ce levier, les autres en prennent bonne note. C'est ça. Le véritable risque, au fond, n'est pas un pont retardé entre Windsor et Détroit. C'est la possibilité que toutes nos connexions partagées, économiques, numériques, énergétiques, puissent être un jour prises en otage.
La question qui se pose maintenant, ce n'est plus de savoir si ça peut arriver entre alliés, c'est de se demander combien de nos certitudes reposent sur une confiance qui pourrait s'avérer demain entièrement négociable. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Merci.